Quoi? C'est pour te dire que là, je vais commencer l'épisode. Donc, tu viens ou pas? Non, c'est hors de question. Ce sujet-là, je refuse. Je ne veux pas être associé à ça. Générique? Salutations les Valériens et les Galliens, et qui ne doivent pas en rester des masses. Parlons aujourd'hui du Père, du Fils, dans un empire pas très sain d'esprit, l'Empire romain du IIIe siècle après Jules César. Alors je vais vous passer les détails de la crise du IIIe siècle dans l'Empire romain. Wikipédia est votre ami, et franchement si vous êtes curieux, foncez, ça vaut largement un récit en Westeros. Moi, je vais vous parler de ces deux co-empereurs que sont Valérien et Gallien, qui sont les deux derniers empereurs à être issus du Sénat, leurs successeurs étant originaires ensuite de l'armée. Nous sommes en 253 et Valérien vient d'être proclamé empereur, mais sentant que c'est un petit peu le Davois dans l'Empire, et allant quand même sur ses 60 piges, il décide de faire reconnaître son fils, Gallien, 35 ans, co-Auguste en même temps que lui. Alors Auguste, c'est le titre que prenaient les empereurs romains, en référence au premier d'entre eux, Augustus. C'est un petit peu comme si les 12 astronautes qui ont posé le pied sur la Lune se faisaient tous appeler après Neil. T'es sérieux? Quoi, tu vas pas me dire que tu doutes que l'homme ait mis le pied sur la Lune? Non mais ça ok, y a pas de souci, mais... 12? Sérieux? Ah oui, tiens, 12. Encore. Mais revenons à nos Auguste Gus. Ils gouvernaient ensemble, mais pour être plus efficaces face aux tensions aux frontières, ils se sont répartis le boulot. Gallien tentant d'imposer un semblant d'ordre en Gaule, alors que Valérien partant pour Antioche, afin d'y combattre Chapour Ier, le roi sassanide de Perse, avant de se faire capturer lors d'une escarmouche vers 260, laissant seul Auguste Gallien. Qui non content d'y perdre son père, il perdit aussi les bords de l'Empire, puisque ne tarda pas à émerger l'Empire des Gaules, dirigé par Posthume, de son vivant, et l'Empire de Palmyre, dirigé par Obi-Wan Kenobi. Ah, c'est pas ça. Par le roi Onédate et la reine Zénobie. J'étais pas loin. Et malgré ces sécessions au sein de l'Empire, il se maintient jusqu'en 268 en faisant pas mal de réformes. Déjà en instaurant la petite paix avec les chrétiens qui avaient été persécutés par Valérien, et en réformant le commandement de l'armée, qu'il retire aux sénateurs pour le donner à des officiers méritants habitués au terrain. Il se crée aussi un nouveau commandement, le Magister Equitum, maître de cavalerie, qui pourra se traduire plus tard en gallois par Magister, la tête, pen, et cavalier, les dragons, pen, dragon. Et c'est de ce commandement que sera issu la plupart des empereurs suivants d'ailleurs, tels que Claude II le Gothique en 268 à l'assassinat de Gallien, ou 2 ans plus tard par Aurélien à la mort de Claude. Oui, à l'époque, empereur c'était pas une sinécure, il y en a même qui disent que c'était fastidieux. Mais j'en arrive à Aurélien. Alors pareil, j'espère susciter en vous suffisamment de curiosité pour chercher par vous-même. Moi, je vais me contenter de dire qu'il a réussi le tour de force de réunifier l'Empire, en récupérant d'abord Palmyre à Zénobie, qui s'était entre-temps octroyé le titre d'Augusta, avant de se retourner vers Tétricus en Gaule, qui abdiqua sans condition. Mais Aurélien était très commode et se montra d'une grande clémence, puisqu'il permit à Zénobie de refaire sa vie près de Rome, où elle épousa un sénateur, et à Tétricus d'être lui-même sénateur et administrateur en Italie. Et c'est toujours dans cette idée, cette ambition de réunification, qu'il va créer au sein de son empire un nouveau culte, suffisamment neutre pour être accepté jusqu'aux confins de celui-ci, et reconnu comme un symbole identitaire commun. Ainsi va naître, pour le solstice d'hiver, Sol Invictus, une divinité solaire aux attributs déjà assez populaires dans ces légions. Le solstice d'hiver tient. Vous savez, le jour qui annonce que Winter is coming. Eh bien, saviez-vous que à l'époque, ça tombait pas le 21-22 comme maintenant, mais plutôt le 25, qui devint le Dies Natalis Solis Invicti, le jour de la natalité du soleil invaincu. Vous le sentez veut dire là? On continue. Aurélien, en bon empereur, se fait assassiner en 275. On est toujours pendant la période de crise du IIIe siècle, qui ne prendra fin qu'en 284 avec l'arrivée de l'empereur Dioclétien. Alors ceux qui ont vu la saison 1 avec l'épisode 11 se souviendront qu'on en a parlé vite fait, c'était celui qui a persécuté Érasme et les chrétiens en général. La grande persécution dioclétienne, qui dura jusqu'à 311, prit à partie pas que les chrétiens mais aussi les juifs ainsi que les manichéens. Vous me ferez d'ailleurs penser pendant le live à vous en dire un petit peu plus, surtout sur le prophète Mani, un protégé de Chapour Ier. Vous vous souvenez, le Perse de Valérien tout à l'heure.
Prenez des notes si besoin. Et bien ces grandes persécutions eurent un résultat plutôt incongru, puisque en 313, Constantin Ier, pourtant adorateur de Sol Invictus, permit avec l'édit de Milan la liberté de culte dans l'Empire, avant de se convertir lui-même en 337 au christianisme arien, du nom du prêtre Arius, un théologien d'origine berbère, qui défendra une version du christianisme réfutant la notion de Trinité, qui eut une bonne implantation autour de la mer Noire, ainsi que chez les peuples germaniques. Mais pareil, on en reparlera plus pendant le live. C'est donc vers les 350 que les chrétiens, maintenant bien tolérés dans l'Empire, cherchèrent comment amoindrir les autres cultes. Et c'est le pape Libère qui, après plusieurs délibérations, fixa la date anniversaire de Jésus le même jour que celle de Sol Invictus, en gardant le terme de Dies Natalis, qui devint Nativité, Nadal, Noël. Une date arbitraire fixée en 354. Cet épisode pourrait presque s'arrêter là, mais vous ne comprendriez pas pourquoi Georges a pris la mouche, quelle aiguille l'aurait piqué. Pourquoi aurais-je placé du Winter is Coming? Mentionner la Trinité, le chiffre 3, la noble Arya, troisième enfant de la famille Stark, le manichéisme, fait allusion au dragon, au soleil invaincu, à la réappropriation de symboles, empire romain et culte solaire. 3. Arien. Prêt pour le Godwin de Noël? C'est parti. Boy, that escalated quickly. Alors ne faisons pas d'Alantel, mes petits loups. Les Ariens, peuple indo-européen originaire de Perse, ayant pour symbole le disque solaire, à la peau claire et aux yeux bleus, auraient fondé les peuples germains du nord de l'Europe. Ils ont servi d'origine mythique au jeune Adolphe qui cherchait, dans le pangermanisme, une identité de réunification, les bases de son troisième Reich. Pour les Romains, il leur piqua le salut des légionnaires, enfin, ce qu'on croyait être, à l'époque, le salut des légionnaires, puisque il semblerait que ce soit une invention de la Renaissance, le salut légionnaire étant plutôt celui-ci. Plus au nord, ils sont allés chercher dans les runes, en utilisant le Subilo par exemple, cette rune en forme de S qui signifiait soleil. Doublée en 5 runes, la rune de la victoire, elle est reprise par les SS et leur culte du soleil noir dans le château de Wewelsburg. Le soleil noir, vous voyez pas? Le Schwarzesson. Le symbole arien, x3, prolongé de 12 runes sol. C'est un symbole qui orne le Obergrunpenführersaal, la salle des généraux SS du château. Et la croix gammée. On peut pas vraiment dire que ce soit dans notre inconscient collectif un symbole positif. Et pourtant, il est utilisé par l'humanité depuis plus de 12 000 ans. Et savez-vous au front de qui nos inglorieuses bastards du passé ont gravé ce symbole? Dans les étoiles. Je vous montre? Prenons le symbole berlinois. L'ours, la grande, la constellation que tout le monde connaît. Et bien si on prolonge ces deux étoiles, on va trouver l'étoile polaire. Vous savez, celle qui bouge pas par rapport à nous. Enfin, de notre point de vue. Et bien la grande ours, elle, tourne autour de celle-ci, comme tout le reste de la voûte céleste. Prenons nos 4 saisons et observons l'emplacement de la grande ours à ces moments-là. Voici, une fois rapporté en un seul dessin, le cycle annuel. Ce symbole a la connotation tellement négative dans notre société occidentale est pourtant l'une des plus belles et faciles choses à observer en levant son nez la nuit. Tout ceci, on pourra en parler plus longuement dans le live, mais je vous invite déjà à commencer dans les commentaires. Le live se déroulera début d'année prochaine. Enfin, sauf si vous regardez qu'on est déjà en 2016. Dans ce cas-là, vous avez la rediff là. Mais il est temps maintenant de terminer cet épisode sur ce cadeau de Noël, cette réflexion sur les symboles et leur réappropriation, les comprendre quelles sont leurs origines pour ne pas se faire embrigader par eux. Que cette année 2016 commence par la compréhension, la tolérance, le respect de l'identité et des richesses de chacun, sans chercher à s'imposer, quand bien même on aurait été persécuté juste avant. Un dernier fait, au 1er janvier 2016, Mein Kampf, le livre écrit par Adolf Hitler, va passer dans le domaine public. Il sera donc possible de le trouver facilement, traduit et édité par n'importe qui, aussi bien des gens bien intentionnés que d'autres. Ainsi, comprendre les symboles utilisés et éviter de tomber dans une réappropriation, c'est peut-être ça, le cadeau de Noël. Joyeux Winter is Coming. J'ai l'impression qu'on m'a encore oublié dans cet épisode. Et peut-être aller me faire un pagnol, moi.